Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, le livre n'est pas encore sorti officiellement. Donc du coup, j'avais décidé de vous préparer toute une série de vidéos en rafale, notamment les règles, la partie filmée, voilà, et puis voir des créations de scénarios. Enfin bon, voilà, c'était juste pour vous le préciser. Cette vidéo va durer un petit peu de temps, je crois qu'elle va faire un petit peu de 2 heures. Donc du coup, je vais peut-être pas revenir sur ce que je vais dire à l'avenir sur la présentation du livre officiel. Donc ça, je vais zapper, on va aller directement dans le cœur des choses, de peur de me répéter. Mais par contre, il est important pour ceux qui débarquent sur cette vidéo n'ayant pas vu la présentation du livre, quand même d'être conscient de ce qui se passe. Donc nous sommes dans un monde de science-fiction contemporain et en gros, pour schématiser, on va essayer d'empêcher une invasion exogène extraterrestre hostile. Voilà, donc là c'est posé. Et puis, je vous laisserai aller voir la présentation du livre que je mettrai en fin de vidéo. Alors, on attaque vite dans le sujet. Je vous mets une carte de personnages à l'écran. Il en existe 4. Le major, l'éclaireur, le médic et le sniper. Là, on va regarder l'éclaireur. Et tout de suite, la première des choses qu'il faut regarder, c'est dans l'encadré arrondi en bas, vous avez 3 icônes de grade, de 1 à 3, avec la petite étoile sous fond jaune. Donc ça, c'est les points d'action disponibles. Par défaut, au début de sa carrière, l'éclaireur en a 2, le médic en a 2, le sniper en a 2, seul le major en a 3. Ensuite, on va remonter en haut à droite, on a un cœur avec un chiffre dedans, c'est son point de vie. Tout à l'extrême gauche, nous avons son illustration. En dessous, le titre de l'éclaireur, nous avons 2 lignes d'icônes, une en blanc et l'autre en jaune. Ce qui veut dire que les actions avec l'icône en blanc, sous fond blanc, c'est des actions qui vont coûter 1 point. Les icônes avec le fond jaune, c'est les actions qui vont coûter 2 points. Donc si on détaille un petit peu la première ligne sous fond blanc, c'est marcher avec le soulier jusqu'à 10 cm maximum ou moins selon votre stratégie. Ensuite, on a un icône générique d'attaque avec un espèce de FAMAS qui va pouvoir déclencher une attaque avec une des armes à votre disposition ou déclencher un corps à corps. Voilà. Ensuite, nous avons à droite l'action actionnée. On va pouvoir ouvrir une porte, désactiver un téléporteur, activer quelque chose. Donc c'est l'action un petit peu fourre-tout. Et sur votre droite, vous avez un espèce de microprocesseur qui est une action qui permet de déclencher une compétence. Voilà. Ensuite, sur la ligne du dessous, vous avez sous fond jaune, bien sûr, 2 icônes. Alors, n'oubliez pas que... on va le voir tout à l'heure, pour déclencher une action, il faudra déplacer un pion disponible vers ce type d'action. Donc là, par contre, ces icônes, elles vont prendre 2 points d'action. Donc une icône de recharger avec les balles et le chargeur. Ensuite, à droite, nous avons une action de courir et de sauter et de grimper, etc. Qui coûte bien sûr 2 actions. Et une action de vigilance qui va vous permettre de riposter à un tir ou éventuellement de riposter aussi quand il y a un corps à corps. Donc j'ai oublié de le préciser tout à l'heure dans la règle de corps à corps, donc je le précise maintenant. Cette action va vous permettre de déclencher une action de vigilance sur une unité exogène qui se déplace ou riposter à une attaque au corps à corps d'une unité exogène qui vous a attaqué. Voilà, c'est un petit peu l'oubli que j'ai eu tout à l'heure. Si on descend tout en bas à gauche, on a un gilet qui correspond à l'armure, donc 3D d'armure. Je précise que les jets d'armure seront réussis exclusivement sur 5 ou 6. Ensuite, en dessous, nous avons un point avec 3D et 4+. Chaque super soldat de base attaque avec 3D et touche sur 4+, au corps à corps. Voilà, le coût des points d'action, nous l'avons vu. Et en dessous, dans l'encadré argenté, l'équipement. Parce que de base, on va dire les super soldats sont équipés d'armes de base, tout simplement. Mais on va voir tout à l'heure au niveau de la présentation d'une arme qu'il y a des armes plus évoluées, parce que dans le jeu, vous allez faire des scénarios, vous allez gagner des grades, et ces grades vous permettront de les dépenser pour
acheter du matériel, des armes, des équipements, etc. Voilà. Donc du coup là, maintenant, ben, on a parlé des super soldats. Maintenant, on va parler des exogènes. Je vais vous mettre à l'écran un éclaireur. Donc, je précise que vous associerez l'icône à une figurine. Ça vous permettra justement d'utiliser n'importe quel proxy. Vous utilisez ce que vous voulez. C'est ça qui est sympa, c'est que vous faites ressembler un éclaireur à n'importe quelle figurine. Voilà. À droite de son icône, tout à droite, nous avons ces points de vie. Là, ils sont 2. Des fois, il se peut que une carte exogène est une règle spéciale qu'il faudra suivre, notamment les unités de corps à corps, plus particulièrement. Ben là, nous avons tout intégré au niveau de leurs caractéristiques. On descend, on a une espèce de petit pistolet qui ressemble à un sèche-cheveux qui tire à une portée optimale jusqu'à 20 cm. On va le voir tout à l'heure sur les armes, avec 2 dés qui touchera sur 5+. Au-delà de cette portée optimale, c'est-à-dire si elle a une cible à 21 cm, toutes les unités toucheront sur 6+. Toutes sur la table, sans exception, parce que sur la table, on pourra tirer dans tous les sens et avec une portée illimitée si on a la ligne de vue. En dessous, nous avons les capacités de corps à corps, parce que l'éclaireur sait tirer, mais c'est se battre au corps à corps. Et nous avons un point qui signale qu'on se combat au corps à corps, avec 2 dés qui touchera sur 5+. Tout à gauche, on a une petite botte qui signifie qu'on va se déplacer de 8, c'est-à-dire on va se déplacer à 8 cm. J'ai gardé les centimètres et non les pouces. Et en dessous, son nombre d'armure, son nombre de dés d'armure qui sera de 2 et qui touchera exclusivement sur 5 ou 6, je le reprécise. Alors, on va prendre cette fois-ci une carte arme. Alors, c'est une arme que je vais utiliser tout à l'heure en démonstration. C'est un FM MQ-17. Et là, tout est indiqué dessus. C'est tout simple. Il a 3 dés d'attaque. Dans une portée optimale jusqu'à 25 cm. C'est-à-dire qu'il touchera sur 4+, dans cette portée. S'il est à 26 cm, il pourra continuer à tirer, mais touchera sur 6+ exclusivement. Et il a un chargeur de 4. C'est le nombre de balles que contient le chargeur. Sur un résultat de double 1, on enlève une balle, mais il y a des armes qui sont beaucoup plus avancées et qui justement sont plus fiables à ce niveau. Et nous pouvons voir qu'en dessous, elle ne sera utilisée que par le major. Voilà, il faut prendre en compte qu'il y a des armes que certains personnages ne pourront pas utiliser parce qu'ils ne sont pas attribués. Ensuite, on va prendre 1 ou 2 équipements. Alors, justement, c'est là où c'est important. Je vous mets 2 équipements en même temps. Je vous mets la grenade et je vous mets l'armure MK17C. Alors, concernant la grenade, vous remarquerez, bon, il y a tout un texte qui explique les règles. Par contre, comme on doit faire une action pour la jeter, c'est spécifié, nécessite une action d'actionner pour utiliser cet équipement. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme une arme et on pourra la lancer, mais pour cela, il faut la dégoupiller, il faut faire une action d'actionner. Et c'est logique. Et c'est un équipement temporaire. Une fois utilisé, défaussez-le définitivement. C'est-à-dire qu'on l'a dépensé. Et en haut à droite, à gauche, pardon, c'est son coût. C'est-à-dire cet équipement m'a coûté 1 grade, donc j'ai dépensé 1 grade pour l'avoir. Je serai limité jusqu'à 3 équipements par personne au niveau des équipements. Alors on peut peut-être avoir 2 grenades dans notre stuff, ce qui me fait penser que les armes seront de différentes catégories, mais ça je l'ai présenté dans la présentation du livre, du moins je vais le présenter. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. Par contre, à côté, si on regarde au niveau de l'armure MK17C, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'icône actionnée. C'est-à-dire que c'est une armure qu'on porte sur soi. Donc il n'y a pas besoin de l'activer, elle est déjà active. Donc voilà, elle a une capacité quelque part permanente. Donc cet équipement rajoute 2 dés supplémentaires à la caractéristique de base de l'armure. Et puis j'ai mis des petits icônes en bas à droite pour rappeler son effet. Plus 2 dés en armure. Voilà. Et là, cette armure est potentiellement utilisable par tous, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, sur certains équipements un peu plus évolués. Alors, ensuite, chaque super soldat sera équipé de compétences. Là, on regarde la compétence de l'éclaireur qu'on va voir tout à l'heure
sur la table, et la compétence de commandement du Major, donc la furtivité. N'oubliez pas que pour déclencher une compétence, il va falloir bouger sur l'icône compétence que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, cette carte furtivité a une particularité, c'est que quand on la déclenche, automatiquement ça déclenche une action de mouvement. Et dans le jeu, on ne pourra jamais faire deux actions de mouvement dans la même phase. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas, là, déclencher cette compétence, se déplacer, et derrière, mettre un pion sur les sprints, enfin sur courir ou sur marcher. Une fois qu'elle a fait cette action, non. Pourquoi? Parce qu'elle est furtive. Et il y a une règle spéciale qui est dédiée à cette compétence, et elle ne pourra bien sûr être utilisée que par l'éclaireur. Maintenant, si je prends le Major, qui est sa compétence de base, vous l'aurez remarqué parce qu'il n'y a pas d'icône jaune en haut à gauche, donc c'est des compétences qu'ils ont de base. Une fois par tour de jeu, le Major peut donner un de ses points d'action qu'il n'a pas encore utilisé, ça veut dire qu'il est dans son emplacement d'origine, dans sa réserve, et il pourra le donner à un super soldat, sauf que ça va lui coûter deux actions, parce que d'un côté il va déplacer son pion sur le déclenchement de la compétence, et en même temps il va donner un pion ailleurs. Voilà. Et ce point d'action sera récupéré par le Major lors de la phase du tour, la phase 4 du tour, qui est la phase de fin de tour, tout simplement. Donc cette carte n'est utilisable que par le Major. Donc voilà, j'ai été très succinct, j'espère que vous m'en voudrez pas, parce que comme je vais présenter la sortie du livre, donc forcément il va y avoir une revue du livre, et il sera accompagné tout de suite, quasiment derrière, de cette vidéo de règles. Donc ce que je vous propose maintenant, si je n'oublie rien dans ma présentation, c'est qu'on va voir la mise en place d'un scénario et les 4 phases. Sauf que là vous allez en avoir peut-être pour 2 heures, parce que j'ai voulu être le plus précis possible, mais vous verrez qu'en fin de vidéo je vais me rattraper parce que j'aurai oublié quelques trucs. Allez, on se retrouve sur la table. Allez, après la présentation succincte de toutes les caractéristiques, les cartes, les équipements, etc., nous allons passer dans un premier temps à la mise en place d'un scénario. Alors, la mise en place d'un scénario, c'est tout simple, c'est du 60 x 60 au minimum. Vous pouvez aller jusqu'à 90, mais ça fera peut-être un petit peu trop gros. Parce que le but du jeu est de ne pas stagner pendant 3 heures devant une partie. Donc 60 x 60 est un diamètre, une surface, on va dire, qui va très bien. Donc on va lire le scénario, on va regarder les différentes mises en place. Le petit conseil que je vous donne pour pouvoir évoluer dans un scénario que j'aurais écrit ou que vous avez inventé, peu importe, l'essentiel d'un scénario est qu'il y ait assez de décors pour avoir un couvert rapidement. C'est-à-dire que dans le livre, je stipule qu'il faut équilibrer dans un scénario entre le trop et le pas assez, c'est-à-dire trop de décors, à un moment donné, c'est le boxon. Pas assez de décors, on ne pourra pas forcément déclencher des couverts, etc. Donc je vous conseille, lorsque vous mettez en place un scénario, quels que soient les décors que vous utilisez, distancez-les entre 10 et 20 cm les uns des autres. Alors là, j'ai fait un petit peu un truc à l'arrache, donc les décors sont très proches pour que tout rentre dans la caméra, aussi bien les cartes. Je n'ai pris que 2 super soldats d'ailleurs, petit aparté. Et voilà, ensuite vous placez les téléporteurs quantiques à une distance, si possible, un petit peu loin de la zone de déploiement qui est ici, où vous allez venir placer vos super soldats. Vous en placez un ici et vous placez le reste autour. En général, vous restez dans un petit rayon qui ne va pas excéder 5 cm du bord de table. Et le premier téléporteur, il faut qu'il soit au-delà des 20 cm. En l'occurrence ici, je suis à 27. C'est parfait. Pourquoi c'est parfait? Parce que lors du premier tour de jeu, si vous placez un téléporteur beaucoup plus près, vous allez directement aller le désactiver. Ce qui, bien sûr, selon moi, enlève du charme au jeu parce qu'on ne peut pas l'atteindre dès le premier tour.
En l'occurrence, donc là, après les téléporteurs, vous les placerez selon le scénario, mais je vous conseille de les placer à un minimum de 10 cm, entre 10 et 20 cm les uns des autres. Les décors étant placés, les téléporteurs étant placés, la zone de déploiement, etc. Je n'ai pris que 2 super soldats parce qu'autrement ça va faire trop pour l'exemple. J'ai préparé mes cartes exogènes. Le scénario me stipule de mettre dans le sac de pioche 4 éclaireurs, pardon, 4 guerriers sombres et 2 insectoïdes. Je prends ma petite pochette, ma tasse, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que ça soit opaque. On secoue un petit peu, on met de côté. Et là, une fois que tout est placé, on a identifié bien sûr nos figurines en fonction de leur icône qui correspond au pion qu'on va piocher. Donc on va le voir à la pioche. Et puis une fois que tout est prêt, logiquement ici, je devrais avoir au maximum en simultané 14 figurines, 4 super soldats et 10 figurines avec 2 ou 4 types de races différentes. En l'occurrence ici, nous aurons un éclaireur, un guerrier sombre, un insectoïde. Donc 4, 4, 2, ça fait 10. On est bien, c'est pas surchargé, c'est parfait. Et maintenant, nous allons pouvoir passer aux détails des actions de nos super soldats ainsi que des exogènes. Les phases de combat, je les traiterai après, de façon à rentrer un peu plus dans les détails. Et là, c'est parti pour le concret. Alors, nous voilà rendus à la phase 1. La phase 1 est la phase d'apparition des exogènes. Nous ne sommes pas, on va dire, encore à 2, 3 ou 4 tours. On va parler simplement du premier tour. On débute. Je regarde mon scénario. Est-ce qu'il y a une particularité dans ce scénario? Oui, parce qu'il me stipule, au premier tour, vous devez lancer 2 dés et placer une figurine que vous auriez pioché dans le sac de pioche au téléporteur correspondant au numéro. Donc je jette mes 2 dés, je fais 6 et 4, d'accord? Ce qui veut dire que là, admettons en 6, je vais piocher lui, et en 4, je vais piocher lui. Ensuite, dans le scénario, il est marqué qu'à chaque nouveau tour, on ne piochera qu'un pion. Donc là, c'est un petit peu la mise en place. Donc 6, nous avons... Hop, un insectoïde. Je prends mon insectoïde qui ressemble à ça parce qu'il me plaît bien, ce petit scarabée. Hein, voilà. Ensuite, je vais prendre mon guerrier sombre en 4 guerriers sombres. Je l'ai associé à cette figurine qui est un petit peu plus loin par contre, qui est ici. Ces 2 pions-là, je les mets de côté. Alors moi, j'ai un petit gobelet. Et une fois que le sac de pioche est vide, ce gobelet, je le reverse dans mon sac de pioche. Donc du coup, voilà pour la phase 1. Nous allons passer maintenant à la phase 2, qui est la phase d'activation des super soldats. Et dans cette phase qui va être la plus longue de la vidéo, je vais vous expliquer la notion de couvert, la notion de ligne de vue, la notion de grimper, de sauter, de sprinter, etc., de désactiver, enfin d'avoir des tas de choses. Dans le scénario, j'ai mis un petit artefact alien pour illustrer que, effectivement, ça va être l'objectif, entre parenthèses, secondaire, sauf que on ne pourra pas fermer tous les portails et gagner l'artefact. Il faudra d'abord récupérer l'artefact et la partie sera gagnée seulement si on a récupéré l'artefact avant la fermeture de tous les portails. Voilà, c'est là une petite spécificité. Écoutez, on se retrouve pour la phase 2. Alors, nous sommes à la phase 2, qui est la phase d'activation de nos super soldats. Donc, je vais en profiter en introduction de cette phase pour vous expliquer la notion de ligne de vue et de couvert, car nous avons 2 types de couverts. Nous avons ce que j'ai appelé les couverts normaux, les couverts bas. Ces couverts, en général, sont des couverts qui n'excèdent pas la taille totale de la figurine quand elle est derrière, ou
effectivement dans d'autres cas de figure qu'on verra en fonction de la ligne de vue. Par exemple, nous avons ici une unité de corps à corps, elle voit sa cible, il n'y a pas de couvert qui la traverse. Admettons, s'il y avait eu ce couvert-là, le couvert n'excédant pas la taille de la figurine, parce que, admettons, ce couvert fait 2 cm et elle en fait 2,8, il la voit. Là, c'est un cas particulier parce que c'est une unité de corps à corps. Hein. Donc ça, c'était juste pour vous montrer. Donc effectivement, le premier couvert est un couvert bas n'excédant pas la taille de la figurine. Vous allez vite le comprendre parce que sur ce décor-là, qui est un décor dont la figurine la taille de la figurine est inférieure à la hauteur du décor, il sera considéré comme un couvert total, voire infranchissable pour certaines unités, comme les exogènes disposant d'armes de corps à corps. Ils ne pourront jamais grimper un décor, sauf bien sûr s'il y a un moyen de grimper, comme une échelle, comme un escalier, mais en général, pour simplifier les règles, un exogène n'aura pas le droit de grimper sur un décor qui nécessite l'action grimper. C'est pour cela qu'en début de scénario, on va définir quel décor se grimpe, quel décor peut être, on va dire, en pente douce, comme là, je considère que ça n'est pas un décor qui nécessite de grimper, il n'y aura pas de pénalité de mouvement, il y aura les décors difficiles, par exemple là j'ai dit que c'était difficile, alors tous les décors bien sûr, on le verra tout à l'heure dans les actions, une action, 1 cm de mouvement sur une action de marcher est égale à 2 cm pour grimper, pour naviguer dans un on va dire dans terrain difficile, etc. En fait, on va diviser par 2 la notion de se déplacer sur un terrain difficile. Donc, sur un terrain difficile, les super soldats se déplaçant de 10 cm n'avanceront que de 5. Sur une escalade, un décor, par contre, qui doit être escaladé, qui est de 8 cm, comme on va le voir tout à l'heure, il faudra là par contre dépenser le double. Parce que la notion de grimper n'est pas aussi facile que la notion de marcher. On met plus de temps, donc 1 cm parcouru en grimpette est égal à 2 cm. Voilà, donc du coup, forcément, pour grimper un décor de 8 cm, on devra dépenser 20 cm. 16, pardon, 8, 16. Donc du coup voilà, donc alors là j'ai un petit peu posé les bases, les lignes de vue on les a vues, hein, si il y a un décor, un couvert normal et un couvert total, donc en l'occurrence ici d'entrée, voilà. Alors, je vous conseille d'utiliser des pointeurs pour vous faciliter, pour ne pas vous mettre dans des positions de Kamasutra, pour regarder au niveau de la tête de la figurine si elle voit un ennemi. Moi, j'utilise ça, c'est parfait. Vous remarquerez que il y a le pointeur de base, un pointeur que ça, on peut acheter, il y en a à 2 ou 3 euros dans des mains. Moi, j'en ai trouvé un à la foire. Et là, pour avoir... Voilà, une ligne de vue. Donc si je regarde ici, j'ai la ligne de vue sur l'exogène qui est là-bas, parce que là, je traverse un couvert, un décor, un élément de décor qui n'excède pas la taille de la figurine. Et là, pareil, j'ai ligne de vue et pareil pour le major. Par contre, là, le major, là, il ne voit pas. Pourquoi il ne voit pas? Parce que c'est logique, je traverse ce décor que je peux voir, oui. Par contre, celui-là, il est supérieur à la taille de ma figurine. Et là, il est encore plus supérieur. Et comme on peut le voir, quand on le voit tout de suite avec ces lasers que je n'ai pas la ligne de vue. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que les actions qu'on peut faire, on peut déclencher une action avec le major. Par exemple, je déclenche l'action de marcher avec le major. Le major, on va partir de son point d'entrée qui est là. Il se déplace de 10. Pourquoi pas, pour sa première action, de se déplacer à couvert de 10 ou moins. On n'est pas obligé de parcourir la totalité du mouvement. Donc là, je vais me déplacer à 6. Et je me mets à couvert parce que ici, ça va arriver.
Et après, pardon, je me trompe là, ça c'était l'éclaireur, ça c'était le major qui a 3 points de vie, l'éclaireur il en a que 2, le major s'est déplacé, ok. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant avec mon éclaireur? Je vais marcher. Pareil, je déclenche une action de marcher, je me déplace à 10 et je viens me mettre à côté du major. Voilà. Et là, on peut alterner les actions. Vous voyez, donc il n'y a pas de... Vous voyez, c'est ça qui est modulable. C'est qu'à un moment donné, le major, lui, oui, tiens, pour sa d'action, il va déclencher une compétence. Il va dire, je déclenche ma compétence de commandement qui est... que je vous mets à l'écran d'ailleurs. Parce qu'effectivement, ça va vous permettre de trouver, on va dire, cette notion de transfert de points d'action en partant du déclenchement de l'action, déclencher une compétence. Donc je vous mets à l'écran une fois par tour de jeu, le major peut donner un de ses points d'action qu'il n'a pas encore utilisé à un super soldat. Alors si on revient en mode table de jeu, là effectivement il y a un point d'action disponible. Il ne faut pas qu'il soit dépensé pour le transférer. Donc il faut qu'il soit dans ma zone quelque part de réserve d'action et je le transfère à l'éclaireur. Donc l'éclaireur, maintenant, il a 2 points d'action. Le major s'étant totalement activé, donc du coup, il ne pourra plus s'activer pendant ce tour. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'éclaireur? Donc je me suis déplacé, mais je n'aurai pas le droit de sprinter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire 2 fois la même action pendant sa phase de jeu. Et de toute façon, on n'a pas le droit de se déplacer 2 fois, hormis courir qui permet de se déplacer de 2 fois son mouvement. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe là? Là, mon éclaireur, il bénéficie temporairement d'un point d'action supplémentaire. On revient sur la carte. Sur la carte, il est stipulé que ce point d'action sera récupéré par le major lors de la phase 4 de tour du jeu, c'est-à-dire la phase de fin de tour. Et oui, il ne peut pas la conserver éternellement, l'éclaireur, à moins d'avoir gagné, bien sûr, un 3e point d'action, mais qu'il aura dépensé en grade, c'est-à-dire l'expérience du jeu. Alors, mon éclaireur, que décide-t-il de faire? Il peut tirer, oui, parce qu'il aura, comme il est derrière la caisse et qu'il est protégé, il est à couvert, il va pouvoir viser. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, le point. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je me mets à hauteur de la figurine et j'essaye de pointer une partie de notre insectoïde. Donc, il le voit, ok. Je vérifie toujours, voilà, hop, on le voit, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut soit tirer, c'est-à-dire déclencher une action d'attaque, auquel cas il va se reporter sur son arme. Il n'est pas au corps à corps, forcément, il ne va pas déclencher un corps à corps. Et là, pour l'action, pour la 2e action, je vais utiliser ce que j'ai appelé une vigilance. C'est-à-dire, je vais dépenser ces points d'action qui sont là, et je vais les mettre en mode vigilance sur la table de jeu. C'est-à-dire que tout élément visible qui va se mettre en mouvement, j'aurai le droit de tirer. Voilà. On va voir les combats tout à l'heure, mais petit aparté sur le tir, on peut tirer sur toute la table avec une portée optimale ou au-delà. Donc, mais ça, on le verra tout à l'heure. Donc là, finalement, à la sortie, tous mes super soldats se sont activés et c'est à la phase des exogènes. Sauf que je ne vais pas rentrer dans cette phase-là, étant donné qu'on va la traiter dans un autre point. Alors, maintenant, nous allons voir des cas de figure. Bon, c'est la fin du tour. Tac, tac, tac. Je lui redonne son point de vie. Là, je garde... Enfin, son point de vie, son point d'action. Je regarde les deux. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Là, comme vous avez pu le voir, on a déclenché une action de tirer, d'attaquer sur un ennemi. Ce qui va nous intéresser aussi, à un moment donné, principalement, on va essayer d'endiguer l'arrivée extraterrestre. Parce que c'est le but. On nous envahit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des portails, des téléporteurs, pardon, quantiques qui permettent de faire apparaître des exogènes.
Donc c'est les téléporteurs, il faut les activer. Et ça, c'est important. Donc du coup, que se passe-t-il? C'est à mon tour de jeu. Je suis collé à un couvert normal qui me permet de le traverser sans pénalité de mouvement. Parce que les super soldats, bien sûr, ils ont une exo-armure qui leur permettent de sauter, etc. On verra tout à l'heure sauter. Mais là, en l'occurrence, ici, un petit décor qui n'est pas un décor, on va dire, excédant la taille totale de la figurine. Mais là, on peut le sauter. Donc, qu'est-ce que va faire mon éclaireur? Il est proche d'un portail, d'un téléporteur, pardon. Il va déclencher une action de marche. Il se déplace jusqu'à 10 à la marche. Il est à... Très exactement, bah oui, il est à 10. Il rentre en contact ou se met dessus, peu importe, c'est pas grave. Là, je suis en contact au téléporteur. J'ai déclenché ma première action qui est la marche. Je déclenche une action d'actionner. Et l'action d'actionner est un petit peu l'action fourre-tout du jeu qui va permettre d'ouvrir une porte, d'actionner, de ramasser quelque chose, de déclencher quelque chose, etc. Désactiver, pirater, peu importe. Et donc là, j'enlève. Voilà. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ce téléporteur n'étant plus actif, quand je jetterai le dé d'apparition, et si ça tombe sur 2, on relancera. Sauf que bien sûr, s'il reste 2 téléporteurs, vous allez partager les résultats. Par exemple, il reste le 5 et le 6. Vous faites sur le résultat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vite réglé, vous le savez. Donc ça, c'était l'action d'actionner. L'action de compétence, on l'a vu. Maintenant, nous allons passer aux actions du dessous qui sont en jaune et qui vont justement nous permettre de faire des actions un petit peu spécifiques. Admettons, c'est à mon tour de jeu. D'accord? Au tour précédent, mon éclaireur a vidé son chargeur. Je vous rassure, on parlera tout à l'heure du combat. Et son FMLMQ-17, son chargeur est vide. Sauf que j'ai un ennemi qui arrive là. Alors, qu'est-ce que je peux combiner comme action? Et c'est là où c'est intéressant justement de faire cette alternance au niveau des actions. C'est que mon major va déclencher une action de compétence de commandement, va lui donner à l'éclaireur une action supplémentaire temporairement pour ce tour. Et comme mon éclaireur, son chargeur étant vide, l'ennemi approche, je déclenche une action de recharger mon arme, qui est une action qui prend un petit peu de temps, bien que les super soldats soient quand même assez fortiches, hein, ils sont au-dessus de la normale des armées standards, on va dire, tout de suite ils tirent. Voilà. Donc en fait, le fait d'avoir joué avec le commandement du major me permet de recharger l'arme, j'enlève le pion, mon arme est de nouveau disponible et à ce moment-là, je pourrai tirer sur l'exogène qui est ici, car derrière il y a un portail et je suis pas loin, peut-être au tour d'après, d'aller sprinter pour le désactiver. Voilà pour cette action de recharger avec la combinaison du major qui me permet justement de jouer dans cette alternance. Nous allons maintenant voir, l'action de sprinter, vous l'aurez compris, c'est 2 fois le mouvement. Chaque super soldat se déplaçant de 10 cm, on peut se déplacer jusqu'à 20 cm. Il va y avoir bien sûr des petites particularités. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors, reprenons notre éclaireur. Notre éclaireur décide de sprinter ou de courir. Se déplaçant de 20 cm, il décide effectivement de pouvoir atteindre cet artefact le plus rapidement possible afin de récupérer ce matos alien. Donc là, il va dire je sprint, je cours, je parcours, admettons 8 cm. Arrivé à 8 cm, je suis face à une paroi verticale. L'action de courir me prend 20 cm, on est d'accord? J'ai dépensé 8, il me reste 12. Sauf que là, nous sommes ici, sur un couvert total, une ruine, mais qui a une paroi verticale qui monte à 8.
Et comme je l'ai dit, en général, quand on veut grimper quelque chose, ben, 1 cm parcouru égale 2 cm de mouvement. Donc ça veut dire quoi? Il me reste 12. J'ai 8. Ben, si je dois parcourir 1 cm de grimpette et que ça me prend 2 en mouvement, ben, ça me prendrait 16. D'accord, ça me prendrait, vu que j'ai parcouru 8, il me reste 12, ça me prendrait 6. Donc 6 cm de mouvement en grimpette égale à 12. Donc là, je ne pourrai grimper que de 6. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que pour symboliser que l'éclaireur est en train de grimper cet obstacle, je vais laisser la figurine à son pied, je vais poser un petit pion à 6, ou alors prendre un repère visuel. Là, j'ai l'occasion de le poser parce qu'il est exactement à 6,2. Voilà. Et j'ai fini mon tour. Ce qui voudra dire que au tour d'après, je vais continuer à grimper. D'accord? Il me restera 3. 6 et 3, 9 et 12. Non, il me restera, là j'ai dépensé 6. Ouais, il y avait 12. Il y avait 8, pardon. Donc il me reste 2. 2, ça fait 4. Donc du coup, je pourrais dépenser une action de grimper ici. Sauf que la règle stipule, quel que soit le nombre de centimètres restants, c'est que si je déclenche cette action de marcher, parce qu'on peut aussi grimper en marchant, quand j'arrive en haut, là, hop, tu tiens, merci. Ben, je n'aurai plus le droit de me déplacer. Vu qu'au tour d'avant, j'ai grimpé, on considère que le fait de grimper est fatigant, donc elle arrivera en haut, fatiguée, et elle ne pourra plus se déplacer, tout simplement. Même si elle a activé une action de sprinter. Voilà. Par contre, si au tour d'avant, où oui, elle est arrivée au contact de la ruine, il y a toujours 8 à grimper, ce qui nous donne 16 de mouvement. Je déclenche une action de sprint, j'arrive en haut, sauf que toujours la même chose, je n'aurai pas le droit de me déplacer. Par contre, comme je suis fatigué, je pourrai quand même, sans pénalité, tirer, actionner, si admettons l'artefact, je suis arrivé au contact en étant en haut, j'aurais pu déclencher une action d'actionner et récupérer l'artefact sur ma carte qui ne prend aucune place dans l'équipement. Voilà, je précise aussi. Donc, on pourra tirer, on pourra actionner, on pourra recharger, mais en aucun cas, on ne pourra se déplacer. On peut faire tout le reste, même actionner une compétence, mais on ne pourra pas continuer son déplacement, la figurine étant fatiguée par le fait d'avoir grimpé. Alors, les restrictions en matière de quand on grimpe quelque chose, c'est que bien sûr, on ne peut pas tirer, bien sûr, on ne peut pas se mettre en état de vigilance, on ne peut pas faire des tas de choses. En fait, on grimpe, tout simplement. À savoir que dans les règles, j'ai spécifié que l'on pourra grimper ce que j'appelle des décors rugueux, comme des ruines, comme des rochers, etc. Mais en aucun cas, on ne pourra grimper un décor de ce type, qui est un mur lisse. D'accord? J'ai différencié les décors lisses des décors rugueux. Une façade de maison comme on a chez nous, bah, tu n'as aucune prise, donc il te faudra un équipement qui s'appelle le grappin. Donc j'ai pensé à tout, qui vous permettra de grimper des bâtiments dont la structure est lisse, sauf si vous avez bien sûr des décors, comme on peut le voir ici, avec une échelle. Dans ce cas-là, il n'y a pas de pénalité de mouvement de grimpette, parce que c'est fait exprès. Par contre, bien sûr, les décors qui nécessitent des prises, comme celui-là, ben, voilà. Donc tout ce qui est échelle, etc., il n'y a pas de pénalité de mouvement. Donc là, on a vu l'action de grimper. Je suis grimpé, j'ai récupéré mon artefact. Il est où? Je l'ai mis où? Il a disparu, il s'est fait téléporter ailleurs, il est là. Maintenant, quelles sont les actions que l'on peut faire au-delà de grimper? Bah, forcément, si tu grimpes, tu peux descendre ou tu peux sauter. Bah, descendre, c'est à peu près la même chose. Si on descend un décor rugueux, bah, auquel cas, bah, on verra comment ça se passe au niveau des règles. On pourra
utiliser par exemple un grappin qui va nous permettre de descendre plus vite, mais à savoir que si tu montes une paroi verticale entre 45 et 90 degrés, ben, que tu dois la redescendre, forcément ça va te mettre le même temps, c'est-à-dire que ben, tu vas prendre appui sur les rochers pour descendre tout en essayant de ne pas tomber. Par contre, effectivement, les décors n'excédant pas 10 cm de hauteur, ce qui est le cas ici à 8. Si on avait eu un bâtiment ou un rocher ou un gros rocher qui était à 25, bah, on ne peut pas sauter. On ne peut pas sauter du haut vers le bas, toute hauteur excédant 10 cm, ce qui n'est pas le cas là. Donc là, je suis à 8. Je peux déclencher une action de marche, hein, parce que c'est 10. Donc du coup, il n'y a pas de problème à sauter. Donc je saute de mes 10. Voilà. Il me restera 2 mouvements. Et là, oui, je peux me déplacer. Vu que je saute de 8, je descends de 8, il me reste 2, je peux me déplacer. Voilà. Ça, c'est pas un problème. Par contre, c'est tout ce qui excède 10 cm de hauteur où là, c'est compliqué. Je pourrais, à l'avenir, oui, dans de futures extensions, dire que l'on peut sauter au-delà de 10, jusqu'à une certaine distance maximum, mais il faudra peut-être faire un jet d'armure pour ne pas recevoir de blessures. Voilà. Ensuite, que pouvons-nous faire? Nous avons sauté du haut vers le bas. Nous pouvons également sauter, hop, d'un container à l'autre, d'une hauteur similaire en matière d'horizontalité. On ne va pas s'embêter à 1 cm près. On peut sauter, bien sûr, d'un endroit qui est plus haut pour aller plus bas, pour une raison de 10. Là, je saute. N'oubliez pas que c'est des super soldats. Voilà. Ils ont une exo-armure avec des amortisseurs à neutrons inversés. Enfin, on s'en fout. Donc là, il peut faire ce saut-là. Il peut sauter à distance approximativement horizontale équivalente. Donc là, on a combien de ce container à l'autre? Ben, on a 10. Donc il peut sauter à 10. Voilà. Il peut aussi déclarer une action de sprint. Admettons, il sprint. Donc j'ai 20. Je saute de 10 et je me déplace peut-être de 6. Je suis à 16. Voilà. Ça c'est pas gênant. Là où ça va être gênant, oui, c'est sauter d'une hauteur plus basse, comme, admettons, je suis positionné ici, d'une hauteur plus basse vers une hauteur plus haute, ce qui nous donne, hop, vous voyez, donc voilà, on ne peut pas sauter du bas vers le haut. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut s'agripper avec les mains, mais là, ça devient compliqué. Je veux bien être réaliste dans les règles, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus calculer les choses. Là, je ne peux pas le faire. Cette action, je ne peux pas le faire parce qu'il faut que je sois à la même hauteur ou plus haut. Voilà, ce qui est logique. On ne peut pas sauter d'un toit d'une voiture sur un toit d'une maison. Voilà. Même en utilisant le grappin. Mais le grappin n'est fait que pour grimper. Donc là, on a vu quoi comme action? On a vu sauter, on a vu grimper, on a vu courir. Je pense que pour ces actions-là, c'est OK. De toute façon, je vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut faire. À un moment donné, on peut déclencher une action de vigilance, c'est-à-dire que je me mets ici. Je prends pas le risque, admettons, d'aller venir me mettre à couvert ici en sprintant parce que je suis à 11. Je vais pas sprinter parce que je serai peut-être à couvert, mais lui étant trop près, il va venir, il sera à distance d'attaque de corps à corps. Donc je dis, bon, pour ce tour-là, je me mets en vigilance. Vigilance, je vous ai mis des pions hein, dans le livret, mais moi j'utilise les pions de V commando parce que voilà, ils sont tout faits. Voilà, là je suis en état de vigilance pendant mon tour de jeu. C'est-à-dire à la phase 3, qui est la phase des exogènes, ben, quand il va se déplacer, la vigilance, je pourrais la déclencher à n'importe quel moment, à condition bien sûr d'avoir une cible visible. Et là, si je prends mes pointeurs, ben forcément, je sais très bien qu'elle va se diriger vers l'ennemi le plus proche, qui est moi. Donc je vérifie aussi avec mon pointeur, parce que j'aime bien m'amuser avec mes pointeurs. Vous voyez, donc là, j'espère qu'on va le voir. Hop, voilà, là je la pointe, et bien en plus je vise la tête. Vous voyez,
Donc là, c'est ces pointeurs, quelque part, c'est fortement conseillé de les avoir pour le jeu, comme ça vous évite de vous baisser à hauteur de la visibilité, de la vision de la figurine, et voilà, on peut se casser le dos. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour en matière des super soldats. Je vais quand même vérifier dans mon livre de règles si je n'oublie rien, parce que moi, comme je suis très pointilleux, de toute façon... Vous avez déjà un aperçu, marcher, attaquer, actionner, utiliser une compétence, ok c'est fait. Bah, sauter, courir, grimper, descendre. L'état de vigilance, on l'a vu. C'est parfait parce que là, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais maintenant, nous allons passer à cette fameuse intelligence artificielle exogène que j'ai appelée IAE, où là, nous allons voir ensemble et détailler tout ce que les exogènes vont pouvoir faire durant leur phase. Allez, c'est parti pour la phase 3. Allez, nous voilà rendus à la phase 3 du jeu, qui est bien sûr la phase de l'IAE, Intelligence Artificielle Exogène. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le livre n'étant pas sorti, donc je suis toujours en train de peaufiner, mais là je pense que je suis à 99% de construction de cette IAE. Alors, à savoir que il est important de différencier dans le jeu les unités exogènes ayant des armes à distance, mais qui combattent également au corps à corps, et des unités qui sont spécifiques qu'au corps à corps. C'est pour ça qu'ici, vous retrouverez dans cette IAE un symbole rouge, un symbole vert, ligne de vue, pas ligne de vue, et ici une petite partie dédiée aux unités de corps à corps. Donc, vous verrez qu'il y a des cas spécifiques. Alors, j'ai pas totalement tout vu, mais il est clair que j'ai trouvé des solutions pour éviter tout blocage, justement, qui intervient lorsqu'on est dans une configuration de décor, configuration de scénario, ligne de vue et couvert qui sont pas très, on va dire, pas très... par moment parlant, donc auquel cas on avantagera toujours dans cette phase les exogènes. Qu'est-ce qui est mieux pour eux? Voilà. À savoir que les exogènes ont pour but ultime de se rapprocher au plus près d'une unité de super soldats afin de les combattre au corps à corps. C'est leur ultime objectif, pour éliminer la menace tout simplement, et en même temps ça va permettre aussi de démontrer que c'est une race invasive et hostile. Donc du coup, si nous prenons la première ligne qui est ici, les reflets, celle-là, c'est la notion que l'unité exogène n'a pas de ligne de vue. Si nous prenons celle en dessous qui est en vert, c'est que l'unité exogène a une ligne de vue, donc il y a déjà un repère visuel. À savoir que dans cette intelligence artificielle, il est important, mais vraiment d'ancrer que les notions de ligne de vue et de couvert sont les plus importantes durant cette phase. Pourquoi ? Parce que les unités exogènes sont comme les super soldats, elles n'ont pas forcément envie de se balader comme ça sur un champ de bataille pour cueillir les pâquerettes. Elles vont être aussi dans la configuration de théâtre d'opération où elles devront se protéger aussi des tirs ennemis. Donc cette notion de ligne de vue et de couvert est à retenir absolument. Donc, nous allons prendre des cas concrets. Donc, nous avons vu lors de la phase précédente que mes super soldats sont en contact d'un élément de décor qui excède la taille totale de la figurine. En l'occurrence ici, ce décor est à peu près à 4 cm de hauteur. Donc, elles sont couvertes, on ne les voit pas. D'accord ? Du coup, qu'est-ce qui se passe si, lors de la phase d'activation des exogènes, on va déclarer ces lignes de vue, à savoir que il est important aussi, c'est marqué dans le livre, d'activer la figurine exogène la plus proche d'un ennemi, visible ou non.
En l'occurrence ici, nous avons sur la table de jeu cette unité, celle-là et celle-là. Et on va mesurer quelle est la plus proche de l'ennemi. Tout simplement, la figurine étant la plus proche d'un ennemi, visible ou non, va s'activer en premier. En l'occurrence ici, je mesure qu'elle est à 16, alors elle est à 24, 26 de lui. Donc du coup, c'est celle-ci qui va s'activer. C'est un insectoïde. Alors l'insectoïde, je vous mets la carte à l'écran, car il y a aussi des règles spécifiques pour ces insectoïdes. Donc elle se déplace de 8. Elle a une armure de 3. Au corps à corps, elle va combattre avec 2 dés et elle touchera sur 3+. Elle a 3 points de vie et au niveau de ses règles spéciales, elle peut grimper sans pénalité de mouvement et ne se met jamais à couvert. Se dirige toujours vers l'ennemi le plus proche, visible ou non. En l'occurrence ici, dans la façon de jouer, comme on avantage toujours les, on va dire les exogènes, parce que c'est leur phase, bah, elle se situe à 16 de notre major. Donc, elle a un déplacement de 8. Elle va courir. Donc, on va éviter justement de la pénaliser, parce que là, elle est à 9. Ensuite, elle va grimper de je ne sais pas combien. Ensuite, elle va se déplacer et va redescendre. Non, on va aller au plus court. Et le plus court étant là, 16, elle fait abstraction des décors. Elle s'est déplacée et elle est en contact avec notre major. Tout en sachant qu'elle vient de dépenser ses 2 actions, parce que les exogènes, durant leur phase de jeu, dépensent 2 actions, qui, comme les super soldats, ne devront pas être identiques, sauf, effectivement, pour ces notions de courir. Tout le monde peut courir, parce qu'il y a des cas de figure, si j'y pense, je vous montrerai. Donc, elle a couru. Et c'est ensuite à notre ami qui est là, qui lui, pareil, n'a aucune visibilité sur les unités de super soldats. Voilà. Donc, à ce moment-là, n'ayant pas de ligne de vue, pour sa première action sur l'IAE, la figurine se déplace vers l'unité la plus proche en cherchant un couvert. D'accord? C'est spécifique à ça. Donc du coup, l'unité la plus proche étant celle-là, elle est à 26 et celle-là, elle est également à 26. Je mesure à partir du bord de son socle. Là, elle est tout juste à 26 et là, elle est à 26, quelque chose. Donc elle va se diriger vers elle. Et en se dirigeant, elle va chercher un couvert. Donc ce qui veut dire que si je regarde la fiche de mon éclaireur, la fiche de mon éclaireur, je vous la mets à l'écran. Mon éclaireur a 2 points de vie, il a 8 en mouvement, et puis bon, les caractéristiques de combat, on les verra plus tard. Donc l'essentiel là, c'est qu'il a 8 en mouvement. Donc 8, s'il court, il va à 16. Sauf que là, c'est pas marqué qu'il va courir. On va dire la configuration du jeu ne va pas lui dire de courir, il va simplement lui dire qu'il se dirige vers l'ennemi le plus proche et justement en cherchant à se mettre à couvert. Donc là, ça tombe bien, en se dirigeant, il y a un couvert, d'où effectivement dans le jeu d'avoir des couverts disponibles. Donc elle est à 8. Elle rencontre un couvert, elle se met à couvert. Et ça, c'est sa première action. Et ensuite, rebelote, on va vérifier qu'elle n'a toujours pas de ligne de vue ou qu'elle a une ligne de vue. Eh bien là, dans ce cas de figure, elle n'a toujours pas de ligne de vue. Alors, si elle n'a pas de ligne de vue sur une cible ennemie, dans ce cas-là, pour sa deuxième action, elle va se mettre en vigilance. Voilà. Donc du coup, elle est en alerte, elle va regarder s'il y a quelque chose qui se passe, donc elle se met en vigilance. C'est pour ça qu'au niveau de l'intelligence artificielle, j'ai essayé de la faire la plus réaliste possible pour simuler sur un champ de bataille que nos adversaires
de l'intelligence artificielle ne sont pas des bourrins. Donc elle est en vigilance, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, ben, je sais très bien que si mes super soldats vont sortir, bam, ils vont se faire allumer. Donc ça va être dangereux, donc il va falloir réadapter la stratégie qu'on avait mis en place au départ. Voilà pour ça. Et à l'identique, la figurine qui est là, qui est un guerrier sombre, dont je vous mets la carte à l'écran. On regarde ses caracs. Au niveau de son mouvement, le guerrier sombre a 12. Et là, pareil, il n'a aucune ligne de vue. Qu'est-ce qu'il va faire pour sa première action? Il va se déplacer vers l'ennemi la plus proche, c'est-à-dire lui. Et bien sûr, il se déplace de 10. Et comme tout couvert excédant la taille, enfin tout élément excédant la taille d'une figurine normale, une figurine exogène normale, on va dire, étant dotée d'armes à distance et non pas des insectoïdes comme ça, n'est pas autorisée à grimper. Donc elle va contourner son obstacle, toujours, et ça va lui faire venir ici, tout en étant à couvert, parce qu'elle est en contact avec le décor. Et dans le jeu, nous avons ce que j'ai appelé des vues réelles. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle est sur un décor, ici, d'accord, qu'elle est protégée par le décor, parce qu'il n'y a pas d'élément entre la visibilité et la figurine. Donc là, elle est pas... là, par contre, ça aurait été différent. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément là qui est un peu plus haut, donc il faut être logique. Donc dans le jeu, c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête. Voilà, donc là, en gros, pour sa deuxième action, toujours pareil, elle n'a toujours pas de ligne de vue, c'est spécifié dans l'intelligence artificielle, et elle va se mettre en vigilance. Donc là déjà, ça va se compliquer au tour d'après pour nos super soldats, parce que une fois que la phase 4 est terminée, mais on la verra plus tard, mais effectivement, ces pions-là restent jusqu'à leur prochaine activation, ce qui est logique. Ils ne peuvent pas en fin de tour l'enlever, et ça ne sert à rien qu'ils se mettent en vigilance. Donc c'est quand les super soldats vont s'activer au prochain tour que là, là, ça va se déclencher. Donc là, c'était l'exemple si les figurines exogènes qui s'activent n'ont pas de ligne de vue. En l'occurrence, voilà, on reprend l'exemple ici. D'accord, j'ai la figurine qui est là. Alors, je vais essayer de vous trouver un cas concret que l'on puisse mettre en place. Alors, il se peut que la figurine démarre ici. D'accord? Elle démarre ici. Elle n'a pas de ligne de vue sur un super soldat. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un élément, un couvert total qui est plus haut que la taille normale de la figurine. Donc elle ne la voit pas. Donc pareil, on reprend le même principe. Première action, la figurine se déplace vers l'ennemi le plus proche. La figurine ennemie la plus proche, en cherchant à se mettre à couvert. Ça tombe bien, il y a un couvert. Je regarde qu'est-ce qui est le plus arrangeant. Donc là, je suis à 11. Là, je suis à 8. Sauf qu'effectivement, la ligne de vue du super soldat, comme il y a la caisse, elle est comme ça, il la verra, donc elle ne sera pas couverte. Donc la solution la plus avantageuse pour elle est de se déplacer à 10 ici. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au départ, je n'avais pas la ligne de vue. Mais d'un coup, j'ai la ligne de vue. D'accord? Et en même temps, je me suis mis à couvert. Et qu'est-ce qui va se passer? Si elle a une ligne de vue après son mouvement, elle va pouvoir tirer. Vous voyez, c'est vicieux quand même. Hein, parce que au départ, elle va se diriger. Toujours les unités exogènes se dirigent vers l'ennemi le plus proche, visible ou non, selon le cas de figure. Mais à un moment donné, si elle s'est déplacée en se mettant à couvert, et d'un coup, elle a une ligne de vue, elle va tirer. Voilà. C'est là, nous avons vu le petit pavé qui est ici. Alors, je vais essayer de ne pas vous faire de reflet. Voilà. Nous avons vu ce petit pavé. Les conditions, si elle n'a pas de ligne de vue, qui sont bien sûr les lignes de vue identiques à tout le monde sur la table. Maintenant, nous allons voir cette partie-là.
Alors cette partie-là, c'est qu'à un moment donné, nous avons une figurine ici. Nous avons un super soldat qui est là derrière une caisse à couvert. D'accord? Petite aparté. Ça va être un cas de figure qu'on va voir plus tard. Mais admettons, voilà, je fais de la place, hein, vous me permettez. Là, il y a un corps à corps. D'accord? Admettons qu'ils soient à égale distance les uns des autres. On verra le cas de particulier après. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Première action, elle a une ligne de vue. On voit tout de suite qu'elle a une ligne de vue. D'accord? Les lignes de vue, à partir du moment où il n'y a pas un décor excédant la taille totale de la figurine, ben, on voit. D'accord? Là elle ne voit pas elle. On est d'accord. Par contre, là, il la voit. Et elle pourra tirer à travers un couvert. En fait, dans les combats, je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais j'y pense si j'oublie, on peut tirer à travers tout, à travers les petits couverts bas, à travers les les ennemis, les alliés, on peut tirer à travers tout. Voilà. Là, en l'occurrence, ici, elle a une ligne de vue. Je regarde sur mon intelligence artificielle, je prends cette partie-là. Première action, elle n'est pas à couvert. On est d'accord? Si elle n'est pas à couvert, elle tire sur l'ennemi le plus proche qui n'est pas au corps à corps. Donc là, nous avons une ligne de vue sur un corps à corps. Donc, c'est interdit de tirer au corps à corps. Donc, forcément, ici, on va regarder sa portée de son arme, optimale, etc. Mais ça, je reviendrai plus tard. Et elle tire. Et deuxième action, elle va se diriger vers le couvert le plus proche et si possible en direction de son ennemi. Alors selon comment vous avez mis les décors, il y aura la possibilité, par exemple, elle ne veut pas se diriger de 10 vers son ennemi, elle se met à découvert, elle n'est pas con. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se diriger toujours en direction de son ennemi, quel que soit l'angle, mais là, elle est à 10, elle se dirige et elle se met à couvert. Voilà. Là, c'est réglé. J'espère que vous avez compris cette notion de se diriger vers le couvert le plus proche en direction de son ennemi. Effectivement, il se peut qu'il n'y ait pas de couvert. Dans ce cas, qu'est-ce qui l'arrange le plus? Là, c'est de se diriger vers l'ennemi le plus proche avec un couvert. Et si on la met là-dedans, parce qu'ils s'en foutent quelque part des terrains difficiles, et là, ce n'est pas considéré comme grimper, hein, selon la règle de mon scénario, elle va pouvoir se mettre là pour bénéficier d'un petit muret et quelque part elle est considérée comme un couvert. C'est pour ça qu'il est important dans le scénario de mettre des décors, on va dire, qui soient denses, mais à la fois qui soient pas trop denses. Voilà, c'est ce fragile équilibre. Donc du coup, voilà, donc elle était là. Ok, là on a vu le premier cas de figure, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'était l'action. Si elle avait une ligne de vue, mais qu'elle n'était pas couverte, elle vient se mettre à couvert. Admettons au tour d'après. Bon, la situation n'a pas évolué. Pour sa première action, si elle est déjà à couvert, elle tire sur l'ennemi le plus proche qui n'est pas au corps à corps. Effectivement, là, on a un ennemi le plus proche qui est au corps à corps. À 14. Et là, on est à 14 aussi. Donc, qu'est-ce qui est le plus avantageux? Elle n'a pas le droit de tirer dans un corps à corps. Qu'est-ce qu'on fait? Elle tire sur l'ennemi le plus proche qui est visible. Lui, elle est à portée. Ok, elle tire. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en vigilance. Voilà. Considérons que, comme on a pu le voir dans certains films de guerre ou autres, la figurine se lève de sa tranchée, allume, envoie des bastos, et hop, elle redescend à sa tranchée. Donc on l'a vu ça dans des films. Les mecs ils se lèvent, ils tirent, et ils se remettent à couvert. C'est exactement ce que j'ai voulu reproduire. Donc, admettons elle était derrière, elle se baisse, hop, elle se lève, et elle tire. Voilà. Et elle se remet en état de vigilance. Enfin, elle se met en état de vigilance. À savoir qu'il faudra, alors j'y pense, donc je vous le dis, vous allez sûrement utiliser des figurines qui sont à genoux. D'accord? Considérez que ces figurines à genoux sont toujours debout. Parce que dans ce cas-là, vous allez utiliser des mecs allongés. Vous allez les faire déplacer de 20 cm en sprintant, en étant allongés. Voilà, il y a une cohérence. Une figurine
par exemple, je ne sais pas, je vais dire un Space Marine, parce que tout le monde connaît, qui mesure, je sais pas, 30-32 mm de haut. Si vous avez mis un Space Marine à genoux, bah, vous considérez-le comme à 32 mm de haut. Voilà. Parce qu'autrement, ça devient compliqué. Donc, si j'avais une figurine comme ça, qui est plus petite, à genoux, bah, oui, c'est un couvert bas, et il n'excède pas 32, bon, il peut lui tirer dessus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment simplifier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme situation? Nous pouvons, dans la troisième situation, on mesure, elle est à 10 cm. D'accord? Si elle est à portée de corps à corps, c'est-à-dire que, admettons, ça soit un guerrier sombre, on va inverser, hein, c'est juste pour l'exemple. Je consulte mon guerrier sombre, il est à 12. Alors je vais vous prendre un cas de figure un peu particulier, de façon à ce que, voilà. Parce que ça c'est important de le savoir. Donc cette figurine, donc, elle est à 13. Voilà, elle est à 13 cm. En général, alors après à 1 ou 2 cm près, de toute façon, vous allez avantager toujours les exogènes, parce qu'il se peut qu'elle soit à 15, mais il n'est pas à portée. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à ces histoires de portée de corps à corps. Donc là, en l'occurrence, ici, elle est à 13. Alors j'ai spécifié que dans mes règles de jeu, si elle se situe à la portée maximale de son mouvement plus 1 cm, dans ce cas-là, elle va déclencher une action de déplacement. Elle va se déplacer à 12. Et toutes figurines à 1 cm l'une de l'autre sont considérées comme corps à corps. Et pour des raisons de visibilité sur le jeu, on les rapproche, elles sont au contact. Première action, elle s'est déplacée parce qu'elle était à portée de son déplacement plus 1 cm. Et là, pour sa deuxième action, elle va déclencher une attaque de corps à corps, tout simplement. Lui, s'il était en Overwatch, s'il avait été en Overwatch, il peut déclencher le tir, mais il peut le déclencher à n'importe quel moment, comme on va le voir tout à l'heure sur l'Overwatch des exogènes. Donc du coup, voilà, ça c'est un cas de figure aussi que vous pouvez rencontrer. Une unité de combat à distance. Alors, on va prendre un autre cas de figure. J'espère que vous le voyez. Lui, voilà. Tiens, on va mettre ça là. Une unité qui a une arme à distance, parce que vous avez vu que les unités d'armes à distance, elles peuvent aussi combattre au corps à corps. C'est leur spécificité. Hein. C'est des soldats aussi, comme nous. Alors, si elle a une ligne de vue seulement sur des unités qui combattent au corps à corps et ne voit aucune cible, ce qui est le cas ici, elle a une visibilité sur des unités qui combattent au corps à corps, mais elle voit aucune cible, qu'elle soit proche ou lointaine. Si j'ai un autre super soldat qui est planqué là, la distance étant plus courte, que, admettons, on va dire qu'elle est là, voilà, mais lui, il est planqué derrière la voiture, elle ne le voit pas. Dans ce cas-là, elle ne le voit pas, par contre, elle voit le corps à corps. Dans ce cas-là, il y a une règle qui stipule, elle se dirige en courant, en dépensant son mouvement x2 vers ses alliés pour leur apporter leur soutien au corps à corps. D'accord ? Elle va chercher à se mettre à couvert en se déplaçant, parce qu'il se peut que le corps à corps soit au-delà de sa distance de courir. Admettons, lui, il a quoi? Il a 12, ça fait 12 et 12, 24. Admettons que le corps à corps soit situé à 27. La logique veut qu'en parcourant cette distance, elle va s'arrêter vers le couvert le plus proche. D'accord? En direction, bien sûr, du corps à corps. Donc là, ce n'est pas le cas parce qu'elle a 12 et le corps à corps se situe à 14. Elle va dépenser son mouvement pour aller soutenir son ennemi. Mais comme elle a couru, elle ne pourra pas dépenser d'action d'attaque parce qu'elle a dépensé 2 actions. Oui, de courir. Par contre, effectivement, elle va se diriger, le même cas de figure, hein. Il n'y a toujours pas de visibilité, je vois là.
je suis à 12 et là je suis à 10. Pour ma première action, je me dirige. Pour ma deuxième action, je pourrai effectivement combattre la figurine et j'aurai le soutien de mon insectoïde. Mais on verra les règles de combat plus tard. Voilà, ça c'est des cas de figure que vous pouvez rencontrer, qui m'ont posé quelques petits soucis. Il a fallu que je me creuse le cerveau. Et dans ce cas-là, nous avons aussi un autre, voilà, une autre particularité, comme j'aime bien le dire. Bon, lui, alors, qu'est-ce que je dis dans ma règle? Si elle a une ligne de vue sur des unités qui combattent au corps à corps, mais également sur une ou plusieurs autres cibles plus lointaines que le corps à corps. D'accord? Alors, vous ne la voyez pas. Je vais enlever ça. Voilà. Vous remarquerez que l'unité la plus proche est celle-là, mais elle combat au corps à corps. Par contre, elle a la visibilité sur une cible qui est beaucoup plus lointaine que le corps à corps, parce que comme j'ai dit qu'elles avançaient vers l'unité ennemie la plus proche, bah, dans ce cas-là, sa priorité va être le tir. C'est-à-dire, elle va tirer en priorité sur une de ces cibles qui est la plus proche, c'est-à-dire que moi je suis ici, voilà, je suis ici, elle me voit, mais je suis à couvert, et je vais calculer quelle est la cible la plus proche. Ben là je suis à 27, là je suis à 20, donc du coup, elle va en priorité tirer sur les cibles, les cibles, sélectionner celle qui est la plus proche. Elle va ignorer les unités qui combattent au corps à corps. Dans ce cas, ben, on va réappliquer les règles qui sont ici. Parce que vous allez me dire, mais oui Eric, si toutefois elle doit se diriger vers l'ennemi le plus proche, c'est un cas de figure que vous allez rencontrer, que son ennemi le plus proche est ici, elle n'est pas à portée de corps à corps, par contre elle a des cibles visibles. Ben, c'est une unité qui est entraînée pour le tir à distance, elle va tirer d'abord, et on reprend les fameuses règles. Voilà, voilà. De ligne de vue, tout simplement. Maintenant, ça va débrayer pas mal de situations déjà, mais dans cette phase, avantagez toujours les exogènes en les protégeant et en ce qui est mieux pour eux. Voilà, c'est un petit peu votre intervention humaine là-dedans. Par contre, maintenant, nous avons étudié le cas d'une unité de combat à distance. Maintenant, nous allons étudier la réaction des unités de corps à corps. Elles sont beaucoup plus simples. Je vais déjà vous dire ce qu'il en est. Eh ben, elle va se diriger toujours vers la cible la plus proche. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, effectivement, admettons, on est là. Voilà. Je mets ça là, hein, c'est histoire de vous montrer. Donc, elle se dirigera toujours vers la cible la plus proche, visible ou non. Admettons, nous avons ce cas de figure ici. Celle-là, elle est dans sa visibilité, mais elle est à 20. Celle-là est invisible ici, mais elle est à 11. Donc, dans ce cas-là, et c'est là où il faudra justement stratégiquement réfléchir, parce que ça va donner... lui se sentira plus protégé parce que une unité de corps à corps, un arachnide, un insectoïde ou un rampant, ils sentent les choses. Donc, ils sentent qu'il y a un ennemi ici, ils ne vont pas s'en occuper. Voilà. Donc, elle va se diriger vers l'ennemi le plus proche en courant. Et pourtant, il est invisible. Donc, l'insectoïde, lui, il a 8. Il peut aller jusqu'à 16. Il va contourner parce que ça nous arrange au lieu de monter, descendre et grimper. Voilà. Donc là, il va aller à 15. Et à 15, il est ici. Voilà. Tout simplement. Ça, il ne faut pas s'embêter. Alors bien sûr, il faudra vous référer aux règles spéciales qui sont indiquées sur la carte. Elle va parcourir la distance maximum nécessaire, mouvement x2, pour atteindre au plus vite son ennemi. Et bien sûr, petite précision, retenez que toutes les unités exogènes sont des races agressives. Ils chercheront toujours à se rapprocher de leur ennemi au plus vite. Donc là, il va falloir que je corrige la faute, parce que c'est elles chercheront toujours. Et les combattre au corps à corps, c'est aussi valable
pour les armes à distance. Donc en l'occurrence ici, admettons, il n'y a aucune visibilité, il y a un ennemi qui est ici, bah, elle ne le voit pas, elle va se diriger vers son ennemi le plus proche, elle va venir là, hop, elle le voit, admettons, derrière la voiture, elle tire, elle ne le voit pas. Vous voyez, celle-là, elle est beaucoup plus petite. Hein. Bon, je crois que c'était une figurine à genoux, mais elle n'est pas. Bah, elle ne la voit toujours pas parce que le décor excède la taille. Bah, elle va se mettre en vigilance. Vous verrez qu'après, il y a une logique. Il ne faudra pas s'embêter à calculer des trucs. Il y a une logique de combat qui est tout à fait réaliste. J'ai essayé de m'approcher de cette particularité. Voilà. Donc du coup, maintenant, alors, ce que j'avais envie de traiter... sans faire les jets de combat, dans cette phase d'intelligence artificielle, vous avez remarqué qu'à un moment donné, on la voit là, celle-là? Oui, on la voit. Elle est derrière un couvert, elle s'est collée au container, elle est en vigilance, et elle va se mettre en vigilance aussi, et admettons, on va corser le truc. Non, ça c'est... Alors, oui, petite précision, dans les règles, ces unités-là, de corps à corps ne se mettent jamais en vigilance. Voilà, ben, ils ont pas d'arme de tir, mais du coup, voilà. Alors, ce que j'ai oublié de préciser aussi dans les super soldats, c'est que l'état de vigilance du super soldat peut être fait pour le tir, mais également quand il se fait attaquer au corps à corps, il pourra dépenser sa vigilance et riposter au corps à corps, mais ça, on le verra dans la partie filmée. Partie filmée que j'ai faite avant cette vidéo, où il y aura quelques petites modifs à faire, mais elles ont été faites, et là, on est à jour. Donc, état de vigilance, on va reprendre. C'est au super soldat de s'activer. Notre major qui est ici, et derrière un container, oui, vous le voyez, il est là. D'accord ? Il est ici. Bah du coup, il n'y a pas de cible ennemie. On est d'accord. Bah, le but, ça va être quand même de leur tirer dessus. Mais, toutefois, 2 exogènes en état de vigilance. Alors, réfléchissez bien à la stratégie, à vos équipements. Parce que quelqu'un qui a une armure qui va pouvoir justement encaisser plus que les autres, ben oui, il pourra se permettre de prendre des risques. Sauf qu'en l'occurrence ici, là, comment je vais calculer? Parce que forcément, si je me déplace et que je le contourne, dès qu'il va me voir, il va m'allumer. Admettons qu'on en ait un autre ici, on va corser le système, parce que ça, c'est des cas de figure que vous allez rencontrer. Ça, c'est sûr, hein, sûr et certain. Là, je suis un peu mal barré, les amis, à moins d'avoir une grenade qui pourrait, je sais pas, enfin bref, il y a des tas de figures, puis bon, je suis seul, mais il y a tous mes collègues, et donc là, ben, qu'est-ce qui va se passer dès que, admettons, vous allez me dire, oui, sprint, parce que tu vas te protéger, d'accord, je sprint, et je me protège, donc là, ils ne me voient pas, hop, j'ai sprinté. Est-ce qu'ils vont déclencher leur état de vigilance maintenant? Là, je vais me faire allumer, les amis. Hein. Vous voyez, donc là, la ligne de vue, eh ben, non, quoique, par-dessus l'élément, oui, vu que c'est une ligne de vue. Donc là, les 3, ils m'allument, là. Donc, ben, on va faire les jets de tac séparément. Sauf que, et ça, c'est précisé dans les règles, c'est pas à ce moment-là qu'ils vont se déclencher. D'accord? Parce que c'est trop facile. Parce que tu vas, hop, tu te déplaces, tu te mets à couvert. Ah, ben c'est bon, j'ai un couvert supplémentaire. J'avais 4 en armure, plus un 5. Ok, c'est la fête du slip. On va à Beach Garden à Marseille en plage et puis c'est parfait. Non, c'est pas ça. Là, pour ceux qui ont fait du tir sur des cibles mobiles, vous saurez qu'à un moment donné, il faut avoir une visibilité maximum pour au moins avoir une chance de toucher. Il n'y a pas de malus ni de bonus lorsqu'on déclenche un tir en état de vigilance. Ben, qu'est-ce qui va se passer là? C'est qu'à un moment donné, je déboule. Je veux aller, je déboule. Pam! À partir du moment où l'exogène en état de vigilance a une visibilité optimale, il va tirer. Parce que toi, tu sais ce que tu vas faire. Tu veux rejoindre ce couvert. Donc lui va déclencher son tir. Lui va déclencher son tir. Admettons que je survis. Lui, on regarde la portée. Bah, comme j'aurai
dès que j'arrive là, ping, je ne suis pas totalement à couvert, bah, il va déclencher son tir. Et si je survis, je pourrais déclarer un couvert. Et là, j'enlève les pions vigilance. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que c'est ce que j'appelle un jeu de stratégie. C'est que là, il faut réfléchir. Je dis, oulala, si je passe par là, et je sais que si j'ai un trou là, entre deux couverts, il va m'allumer. Oula, attends, moi qui voulais aller désactiver ce portail ici, le portail numéro 2, eh ben, ça va causer problématique. C'est là qu'interviennent les snipers, les machins, les tirs, les points d'action, etc. Dégager cette zone pour aller là. Vous voyez, donc, on reprend typiquement les films de guerre. Il y a un cas particulier où, admettons, j'ai où des décors là? Admettons que on va prendre ça, tiens, juste pour l'exemple, on va prendre ça. Voilà. Toujours pareil, téléporteur à viser. Je suis, personne ne me voit, c'est cool, personne ne me voit. Mon intelligence humaine va me dire, je vais quand même essayer de me protéger, parce que finalement, je ne suis pas doté d'une armure, mais un couvert va m'octroyer un dé supplémentaire d'armure. Il est autorisé, enfin c'est plutôt même conseillé, quand vous vous déplacez, voilà, bah, à un moment donné, si je viens sur un élément qui est plus haut, forcément, ça va désavantager. Vous ne pouvez pas venir vous planquer derrière ici. Tiens, on va prendre le cas de figure. Allez, hop, lui, il est là. Voilà, on prend le cas de figure. Cet élément est beaucoup plus haut que la taille de la figurine. Donc, tu ne peux pas venir là et te cacher là. Et puis, oh, ça, je les ai bien eus. Non. Parce qu'au moment où tu longes le couvert, bah, toutes les figures... Alors, en général, on va le faire à la fin du mouvement. C'est-à-dire que je me déplace, je longe le couvert. Alors, on va peut-être pas voir la figurine. Et elle va venir se placer à la fin de son mouvement contre un couvert où elle peut être visible. Et ça sera pour eux l'occasion, les exogènes, d'avoir la visibilité optimale. Parce que là, si tu te mets ici, derrière ce couvert, bah, il n'y a plus de visibilité. Donc, il ne faut pas non plus tricher. Non, non, la visibilité optimale sera ici. Alors, je vous enlève le décor parce qu'on ne la voit pas. Hein, on va considérer qu'il y est toujours. Bah, dans ce cas-là, toutes les unités qui ont la ligne de vue, merde, c'est pas le bon machin, non plus, décidément. Alors voilà, hop, ligne de vue, ligne de vue, ligne de vue. Et là, ils vont déclencher leur attaque. Donc, chaque figurine va faire son attaque, fait jet d'armure, attaque, jet d'armure, attaque, jet d'armure. Donc, à chaque fois, bien sûr, on enlève leur pion. Hop, de vigilance, et nous avons réglé cette problématique. Il faut, rappel, il faut toujours que les figurines exogènes ayant une arme à distance puissent avoir à un moment donné ou un autre une portée optimale, tout en sachant que là je conserve, en longeant un couvert, je conserve bien sûr mon couvert, qui va m'apporter un dé supplémentaire lors de la résolution des combats. Mais ça, on va le voir tout à l'heure, parce que là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour vous montrer à 90% comment on joue. Voilà, maintenant on passe à la phase 4, qui est la dernière. Allez, pour la phase 4, qui est la phase du fin de tour, bah, il n'y a rien de compliqué, sauf qu'il y a quelques petites choses à ne pas oublier, hein, comme dans toutes les phases. C'est qu'on regarde notre table de jeu. On n'enlève surtout pas les exogènes en état de vigilance. Ben oui. On va récupérer tous nos pions d'action. D'accord. Bah, le major, s'il avait donné un pion d'action à l'éclaireur, bah, va le récupérer. Voilà. On remet tous nos points d'action à la place d'origine au niveau de leur emplacement. On regarde, est-ce que j'ai un super soldat dont, on va dire, la vigilance ne s'est pas déclenchée parce que peut-être que l'ennemi ne sait pas, il n'avait pas d'ennemi visible. Ce pion-là, on l'enlève. Et on repart sur un tour où on ne laisse que les pions de vigilance des exogènes. Voilà, parce que là, on recommence un nouveau tour. Rephase, on jette le dé. D'accord, 6, 6, il est là. Boum, je pioche. Hop, je mets un exogène identifié par rapport à son pion et sa figurine. Et on est reparti
pour un nouveau tour, phase d'action des super soldats, phase d'activation de l'IAE, l'intelligence artificielle, et voilà. Et là, ça va se dérouler jusqu'à ce que tous les téléporteurs soient enlevés, selon les conditions de mission, parce qu'il y a des conditions de mission, il faut récupérer des trucs avant de désactiver tous les téléporteurs. On ne gagne pas simplement en désactivant tous les téléporteurs. Voilà, il faut des fois accomplir une mission secondaire, mais qui est une mission aussi importante. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, on va traiter des phases de tir et des phases de corps à corps, de façon à ce que vous voyez comment les résolutions de ces actions vont se faire. Allez, c'est parti pour les combats à distance et au corps à corps. Alors désolé, la vidéo dure un petit peu. Bon, c'est comme ça, j'ai envie de vous donner le max d'informations. À savoir que justement à ce sujet, j'ai oublié de vous préciser que lorsqu'on veut désactiver un portail, un téléporteur pardon, quantique, et qu'il y a une figurine de poser dessus ou une figurine adjacente ou les deux, on n'a pas le droit de le faire. Voilà, une figurine adjacente ou une figurine dessus, impossibilité de désactiver ce téléporteur pardon, quantique. Ok. Bon, on revient au combat. Alors, comme vous avez dû le voir, c'est que la particularité de mon jeu, c'est qu'on ne jettera pas plus de 5 dés par type de jet. Donc, jet d'attaque, jet de défense, etc. Il n'y aura jamais un excédent, un 6e dé qui viendra se greffer, hormis extension ou règle particulière. Dans les règles de base, nous n'excéderons jamais un jet de 5 dés. Ça, c'était la petite précision. Donc là, on peut tirer sur toute la table. C'est pas un problème, sauf qu'on va jeter un petit coup d'œil, effectivement, tout à l'heure, au niveau de la résolution et des cartes et des comparaisons. En l'occurrence, ici, c'est à la phase des super soldats de jouer. Je vais déclencher une attaque de tir avec mon major. Je vais, à ce moment-là, vous montrer à l'écran la carte de son arme qu'il utilise, en sachant que vous aurez aussi, vous pourrez utiliser des armes d'assaut comme le pistolet pour tirer aussi bien au corps à corps qu'à distance, mais limité bien sûr. Là nous utilisons MQ17. FM pourquoi? Fusil mitrailleur normal. MQ17 c'est la codification. Et si on regarde en bas, de gauche à droite, c'est une arme qui va tirer avec 3 dés à une portée optimale de 25, c'est-à-dire au-delà de 25, cette arme sur toute la table ne tirera, enfin il sera possible de réussir le tir sur des 6+, alors que là, jusqu'à 25, on pourra tirer sur 4+. Et elle a un chargeur de 4, mais ça on va le voir après comment ça marche au niveau des chargeurs. Alors en l'occurrence ici, je vais préparer mes dés. Donc je reviens sur la table. Je vais prendre 3 dés. D'accord. Je vais regarder ma portée, ou je la regarde avant. On peut tout mesurer, c'est pas un problème. Je suis approximativement à 16. Je suis dans la portée optimale. Je toucherai donc sur 4+. Maintenant, si je vous mets à l'écran ma cible, qui va être un guerrier sombre, je regarde un petit peu en bas à gauche, qu'est-ce qu'il a en armure. Il a 3. D'accord. Je vérifie effectivement en revenant sur la table, je prépare ces 3D, je vérifie bien sûr qu'il n'a pas de couvert. On peut tirer à travers tout, les couverts, les alliés, tout le monde, sauf bien sûr les obstacles, on va dire en couvert total, qui dépasse la taille des figurines. Là en l'occurrence j'ai une visibilité totale, en sachant qu'on va voir tout à l'heure la notion de couvert et de bonus. Alors qu'est-ce que je vais faire là? Je vise lui, il a 3D. Avant de jeter les dés, tous les résultats d'armure seront réussis que sur des 5 ou des 6. Et ensuite on fait la comparaison avec la puissance de l'arme. Et puis on regarde tout ça. Alors là, tout de suite je peux voir que mon arme, je devais toucher sur 4+, j'enlève ça. Son armure à lui, il devait faire 5 ou 6, on l'enlève. Et voilà, je fais 2 touches, vu que je touche sur 4. 4, 6, il perd 2 points de vie. Alors j'ai
mis en fin de livret des points de vie, des petits pions points de vie pour savoir où vous en êtes en matière de vitalité. En l'occurrence, moi j'utilise des petits dés, donc je lui ai infligé 2 points de vie et il a 3 points de vie quelque part. Hop, pardon, je me suis trompé, il lui en reste un. Voilà, il lui reste un point de vie, comme ça c'est visuel. Par contre, on va prendre l'exemple que si j'avais fait ce résultat, d'accord? Si j'avais fait ce résultat et que lui, hop, il avait fait ça, admettons, allez hop, un exemple, en sachant qu'on classe toujours dans le résultat de chaque, on va dire, figurine, on les classe du plus fort au plus faible. Donc admettons, lui du plus fort au plus faible, c'est ça. Il a fait un 5, 4, 3, 2, 1, etc. Là, j'ai fait un 6, 5, 3. Donc, je peux voir tout de suite que je devais toucher sur 4+, j'enlève. Je peux voir tout de suite qu'il devait faire 5+ sur le dé, j'enlève. Et il reste ça. Et on les compare. Plus fort de son G, c'est ça, c'est 5, sauf mon 6 bat 5. D'accord? Donc, il se prend une blessure. Et là, admettons, si j'avais eu ce résultat, bah, le 5 et 5, c'est égal. Donc du coup, bah, là ça s'annule. Donc au résultat, au final, je lui aurais infligé qu'une blessure. D'accord? Voilà. Ensuite, on passe à notre sniper qui est en haut là. Alors je précise que tirer du haut vers le bas ou du bas vers le haut n'octroie aucun bonus ni malus. Tout simplement, l'avantage d'être en hauteur va permettre de révéler des cibles qui, au ras du sol, n'auraient pas pu se voir. C'est le seul avantage qu'on a. Voilà, c'est tout. En l'occurrence là, admettons, bon, c'est pas mon sniper, c'est mon éclaireur qui utilise un FML, donc un fusil mitrailleur léger MQ-17, qui a 4 dés d'attaque avec une portée optimale de 20. Donc cette portée va lui permettre de toucher sur 4+, pardon. Au-delà, elle touchera sur 6+, et elle a un chargeur de 3. Donc là, on regarde, ben, là, je suis au-delà des 20. On va dire qu'il est là plutôt parce que j'étais... Voilà. Là, je suis à 24. Je décide éventuellement, ben, comme lui a été entamé, tant qu'à faire, dans ce cas-là, il est à 25 dès qu'on touche son socle. À 25, ben, au lieu de toucher sur 4+, parce que je suis au-delà de ma portée optimale de 20, ben là, je toucherai sur 6. Je regarde, j'ai 4 dés d'attaque. Ok. Donc j'ai 4 dés, hop, je prends mes 4 dés, je les vois pas là, ils sont là, hop, j'ai 4 dés, alors je reprends bien sûr mon guerrier sombre qui lui a 3 en armure, et là je tire, tout simplement, et je ne fais aucun 6, alors que lui, il avait encaissé, bah, on va dire une balle au cas où j'aurais fait 6, d'accord? Donc là, c'est pas le cas. Puis on peut voir tout de suite les jets qui sont réussis. On sait que je dois toucher sur 6. On sait que lui doit se défendre sur 5 ou 6. Hop, on prend tout ça. Il a réussi à se défendre. Ok. Là, admettons, hop, 5. Alors, j'aurais fait ce G. 5, 6, 6, admettons. Voilà. J'aurais fait ça, admettons. Hop. Bon, déjà... je peux voir tout de suite sur ce résultat que ça je le vire. Bah ça je le vire, j'ai pas touché. Admettons, voilà, il a fait ça. Hop. Et il a fait 5 ou 6. Quand on classe du plus fort au plus faible, on sait très bien que là il y a égalité. Et là il a encaissé en fait rien du tout parce qu'il n'y a pas de réussite de la part du super soldat derrière. Donc lui a tiré. J'ai oublié de déclencher son action, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. À l'inverse, effectivement, on a vu l'intelligence artificielle précédemment, mais là, on ne va pas rentrer là-dedans. On va simplement dire que lui déclenche un tir sur lui. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben, on va consulter ce que possède le guerrier sombre en matière d'armes à distance, qui pourra aussi combattre au corps à corps. Ben, il a quoi? Il a une arme qui a une portée optimale jusqu'à 20 cm avec 3D qui touchera sur 4+. C'est très simple. Alors, 3D, ici. Je consulte éventuellement l'armure de mon major qui, lui, il a 3, tout en sachant qu'il existe des équipements que je vous mets à l'écran
dont l'armure, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais elle octroie. Il y a deux types d'armure, il y a une qui octroie un dé supplémentaire à l'armure et l'autre deux, c'est des armures améliorées. Bon, là en l'occurrence, il n'en est pas doté, donc il ne pourra pas déclarer ses dés de défense. Mais en l'occurrence, il est, si on revient sur la table, il est à couvert derrière un élément à 1 cm ou moins. S'il est à 1 cm du couvert, on va le rapprocher un petit peu. Voilà. Donc du coup, bah là, au lieu d'avoir 3 dés de défense de base, il en aura 4. Si j'avais eu, je crois, l'armure MK, quelque chose, C, qui lui octroie 2 dés supplémentaires, bah là, je ne peux pas monter jusqu'à 6. Bah, j'aurais simplement rajouté un dé. Et oui, j'atteins ma limite. En l'occurrence, il n'est pas doté de cette armure. J'ai 3 dés de tir de l'exogène. Il en a 4. Du plus fort au plus faible, on voit tout de suite que bim, 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 ça part. Ça part. Et en fait, là, hop, je vérifie, ouais, il fait qu'une touche. Il fait qu'une touche. Je me prendrai un point de vie. J'ai 8, je tombe à 7. Donc, je mettrai mon petit pion. Donc là, vous voyez, c'est tout simple. Toujours classer un G de dés du plus fort au plus faible. Donc les G qui ne touchent pas, on les voit tout de suite, à moins que j'ai une arme qui touche sur 3+. Mais là, on voit très bien que je classe du plus fort au plus faible. Et du plus fort au plus faible, l'exogène encaisse, c'est annulé. Je fais une touche, il perd un point de vie, je le tue. Voilà. C'est tout simple. Ça va très très vite. Et pour les corps à corps, c'est pareil. Alors, à savoir que au niveau des corps à corps, il se peut, selon les décors que vous utilisez, que le décor, le mur, est à 1 cm. C'est-à-dire, en fait, dans le corps à corps, toute figurine au corps à corps est considérée dans cet état de corps à corps si toutefois les socles sont séparés de 1 cm ou moins. Là, j'ai 1 cm ou moins. Dans ce cas-là, on les rapproche pour la visibilité. C'est juste pour la visibilité. Donc, elles rentrent en contact. D'accord? Mais s'il y a un mur qui est plus de 1 cm d'épaisseur, bah, comme là, en l'occurrence, bah, elles ne pourront pas être au corps à corps. Le major pourra monter dessus, pourquoi pas, mais s'il monte dessus bah, et qu'il tue la figurine, bah, là, il ne sera plus. Le fait d'être dans un décor, bah, là, il n'est pas protégé par le décor parce qu'il n'y a rien qui passe entre les deux. Donc forcément, il ne pourra pas déclarer de couvert. Voilà, ça c'est de la logique. Donc en l'occurrence, on revient sur notre corps à corps. C'est tout simple. Le major, on va regarder éventuellement ses équipements. Si je suis équipé d'un poignard de commando, bah, comme je vous mets à l'écran, bah, je vais bénéficier d'un dé supplémentaire. Et toutes les caractéristiques de base des soldats qui est symétrique, bah, au corps à corps, elles toucheront toutes les deux sur 4+, avec 3D. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, j'ai 3D de base. J'ai mon poignard commando qui m'octroie un dé supplémentaire. Je regarde la défense de la cible qui est toujours de 3 en armure. Et voilà. Et c'est reparti. On rejette les dés. Lui, il fait 6, il réussit. Il fait ni de 5, ni de 6. Moi, je devais toucher sur 4+. J'enlève ça, je classe. Et finalement, à la sortie, il encaisse, il esquive un coup, il se prend un point de vie. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi 14h. Là, c'est vraiment... voilà, c'est simple. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Alors, est-ce qu'il y a des particularités au corps à corps? Oui, il y a ce qu'on appelle les soutiens. Voilà, admettons que c'est au tour des exogènes de s'activer. Bah, lui, il est carrément à portée de corps à corps, bien qu'il y ait des cibles visibles. Bah, là, il est à portée. Il est à 10 plus 1 cm 11, donc il a le droit de se dépasser jusqu'à 11 pour rentrer en contact avec notre super soldat. Et qu'est-ce qui se passe là? Bah, là, il se passe que il attaque. Donc, le guerrier sombre, je regarde sa fiche de combat, il a 3 dés d'attaque au niveau du corps à corps. Il va toucher sur 4+. Par contre, si on revient sur la table et qu'on regarde, bah, il a 2 soutiens. Sauf que pour
on va dire, des raisons d'excessive létalité, parce que j'ai fait des tests, si tu rajoutes encore 2 dés par figurine, bon, des fois ça va excéder les 5 dés maximum, mais à un moment donné, c'était plus, comment je pourrais dire, c'était trop létal pour moi. Parce que tu te mets même à l'inverse, tu te mets à 3 sur un exogène, si chaque fois tu déclares 2 dés supplémentaires par nombre de figurines étant en soutien, c'est trop. Donc j'ai estimé, après différents tests, que quel que soit le nombre de figurines accolées au corps à corps à une figurine adverse, bah, tu ne gagnes qu'un seul dé de, voilà, supplémentaire au combat. Donc en l'occurrence, il part avec 3 de base, il a des soutiens, il a +1. Notre Major est équipé, admettons, d'une armure qui lui octroie un dé supplémentaire, 3 dés de base, et il va essayer de se défendre avec des 5 ou 6. Alors ça tombe bien, regardez, ça va... Merde, j'avais fait un 6 là, je crois. Tac, 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 l'autre il devait toucher sur combien? 4+, et on peut voir très bien que, hop, voilà. Bon, mon jet d'armure est réussi contre rien, mais c'est pas grave. On va reprendre un petit exemple, histoire d'avoir des résultats un peu plus probants. Toujours pas, quoique oui. Alors il touche sur 4+, on a dit, le guerrier sombre il touche sur 4+, donc je classe par ordre de force, on va dire. Là j'ai fait 3, c'est loupé, là j'ai fait 3, là j'ai fait 4, là j'ai fait 1, là j'ai fait 4. Bah, je devais réussir mon jet d'armure sur 5 ou 6, le super soldat. Ben là, typiquement, il vient de perdre 3 points de vie. Voilà, tout simplement. C'est des cas de figure que vous allez trouver en permanence dans le jeu. Donc, vous avez vu qu'au niveau de la classification des dés, ça va très vite. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose parce que là, on termine la vidéo. De toute façon, dans le livret, à la page 24, je vous ai mis, on va dire, des petites spécificités, en sachant que, par exemple, un exemple de combat, oui, ça c'est important, j'allais oublier, nom de Dieu, j'allais oublier, on va virer celle-là, voilà, mon Major, ici, vient d'infliger, admettons, un dégât, ça n'a pas pu être contré, il inflige un dégât. Je peux décider à un moment donné de ne pas appliquer les dégâts sur la figurine parce que je veux la pousser. Pourquoi? Parce que stratégiquement ici, je suis en contact avec le téléporteur. C'est le dernier téléporteur sur la table. Donc j'aimerais gagner le scénario. Donc au lieu de lui infliger des dégâts parce qu'elle a son plein potentiel de points de vie, je vais décider de la pousser. Donc je n'applique pas les dégâts, par contre je la pousse de 2 cm. Pourquoi? Parce que derrière étant en contact, parce que bon bien sûr à 1 cm ou moins on est considéré comme en contact, eh ben je déclenche une action d'interaction et je désactive le portail. Et j'ai gagné mon scénario si toutefois il dit que une fois que c'est désactivé, ben, eux ils ont peur, ils fuient et puis ils se barrent. Voilà, en gros. Ça c'était, c'est important de le savoir, c'est que quand on réussit un combat et qu'on inflige des blessures ou une blessure, on peut, au lieu de les infliger, on peut pousser l'adversaire de 2 cm ou moins dans la direction opposée. Hein, c'est logique. Alors, dans les directions opposées, c'est celle-là. Je pourrais très bien plus le poser là, enfin le pousser là, ou le pousser ici, mais là ça sert à rien parce que c'est pas le but. Mais voilà, l'écarter éventuellement, voir pourquoi pas un repli stratégique, vous voyez. Voilà, donc il y a cette notion là, il y a cette notion aussi d'attaque d'opportunité. Voilà, je suis en combat au corps à corps, il me reste, admettons, 3 points de vie, ça craint, j'ai mon médic, je sais pas ce qu'il est, il est aux fraises, ou il est allé faire caca, j'en sais rien. Et là, mon avis, je vais ramasser, mais d'une façon ou d'une autre, je prends le risque éventuellement de m'extraire du combat, ce que j'appelle un repli stratégique, sauf que chaque adversaire va m'attaquer, c'est-à-dire que lui, admettons, voilà, on a 3 dés chacun, il m'attaque, je vois pas le résultat qu'il a fait, il a fait 3, il fait 4, là 5, bon là je contre, et l'autre m'attaque aussi, avant le déplacement, là j'ai moins de chance parce que je devais faire un jet d'armure et lui toucher, je perds 2 points de vie, j'ai quand même réussi à sauver mon Major, et là je peux déguerpir
Hein, je peux continuer mon mouvement. Bah, si toutefois il m'avait tué, dans ce cas-là, je serais tombé par terre et je vais laisser ma figurine comme ça, toute la partie, parce qu'il peut être sauvé par le médic ou quelqu'un qui a une compétence de soin. À savoir que si un personnage meurt dans un scénario, il meurt, les héros ne meurent jamais. Donc du coup, il sera éventuellement en fin de partie, et s'il est toujours dans cet état-là, il est téléporté sur son croiseur de combat via une balise de position, je t'invente ce que tu veux, et il va être régénéré dans un medbed. Par contre, il aura perdu toutes ses armes. Donc toutes les armes qu'il avait acquis durant sa progression de militaire, là, il perdra tout, il récupérera ses armes de base. Voilà, ça c'était des petites précisions qui me viennent. Bon, bien sûr, le Major pourra cibler on va dire l'exogène qu'il désire. Par contre, si on a plusieurs combats en simultané comme ça, en fonction de comment c'est foutu, à vous, s'il y a trop un gros moulon, je vous conseille de séparer les combats d'égalité à égalité. Donc voilà, on pourrait faire ça contre ça, on les sépare d'un petit peu, voilà. Parce que là, effectivement, lui attaque, il a le soutien de lui, lui attaque, il a le soutien de lui, mais il a le soutien de lui. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais obligé de limiter le nombre de dés en soutien, parce qu'autrement, c'est le boxon, c'est vite le boxon après. Donc, s'il y a du soutien et que le soutien est en contact, il faut que la figurine soit en contact avec la cible, il ne peut pas demander de soutien de lui pour attaquer lui, c'est pas possible, lui n'est pas en contact, donc il faut qu'il soit en contact. Hop, je déclare un soutien, rajoute un dé, quel que soit le nombre de figurines, je rajoute un dé, et comme ça on règle les soucis. C'est pas, voilà, il faut pas s'embêter. Oui, j'ai appelé ça se dégager. Si je veux, c'est pas un repli stratégique, c'est se dégager. Oui, c'est aussi un repli stratégique. Voilà, je regarde si j'ai rien oublié. Touche toujours sur 4+. Oui, ça c'est un super soldat. Touche toujours au corps à corps sur 4+. Hein, j'ai mes petites notes là en jaune. Donc je regarde si j'ai rien oublié. De toute façon, pour ceux qui sont intéressés, j'achèterai le livre. Et puis, il n'y a pas de souci. Donc voilà. En gros, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. J'espère que pour vous, c'est clair. Cette notion de comparaison de dés, on prend toujours le plus fort de chaque résultat, on le classe. Alors au début, vous allez classer parce que vous ne connaissez pas les stats. Mais là, par contre, typiquement, tu enlèves ça. L'armure, c'est 5 ou 6. Donc lui est attaqué, j'enlève l'armure. Là, il bat. Lui, ça sert à rien. Il n'a pas fait la touche qu'il fallait. Et hop, là, j'inflige une blessure. Voilà, c'est tout simple. Et c'est rapide. Donc voilà, écoutez, j'arrive, je crois, en fin de cette vidéo. Je n'oublie rien. On a traité les tirs, les corps à corps. On peut tirer à travers un ennemi, à travers là, par exemple, il est là. Il veut viser lui. C'est pas gênant. C'est pas gênant parce qu'une bastos, c'est pas... Voilà. J'ai pas voulu complexifier les choses. Par contre, il n'aura pas le droit de tirer au corps à corps. Dans un corps à corps, c'est interdit. Voilà. Toujours, quelle que soit la faction, alien ou super soldat, on n'aura jamais le droit de tirer. Sauf que là, c'est une figurine qui est un peu plus petite. Si on veut pousser le réalisme jusqu'au bout, étant donné que ça, c'est considéré comme un élément qui excède la taille de cette figurine, il ne pourra pas tirer. Vous voyez, après, c'est en fonction des figurines que vous utilisez, soyez logique. Lui, c'est un tout petit gobelin de tout gris, là. Je ne peux pas lui tirer dessus parce que j'ai les figurines, elles sont... ça, c'est un cas de figure encore qui va vous soumettre... voilà. Par contre, là, effectivement, si je prends ça, là, qui est ici, là, forcément, je pourrais lui tirer dessus. D'accord? Parce qu'il est plus gros. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Après, ayez de la logique. Voilà, ne vous arrêtez pas si vous êtes bloqué. Essayez de voir qu'est-ce qui peut être le plus logique et le plus avantageux pour chaque faction, en sachant qu'on donnera toujours l'avantage aux exogènes pendant leur phase d'activation. Alors, je savais que j'ai oublié quelques trucs qui sont quand même un petit peu importants, mais bon, c'est marqué dans le livre. Quand on est au corps à corps, les seules choses dont on a le droit de faire, c'est de combattre, d'activer une compétence, éventuellement de se dégager, mais on n'aura pas le droit de se mettre en Overwatch, on n'aura pas le droit de tirer avec un fusil mitrailleur, seules les armes de poing
dont il est spécifié leurs caractéristiques, ainsi que les armes à distance. Alors je vous ai passé les armes au corps à corps, pardon, dont je vous ai passé les armes qui s'utilisent au corps à corps, comme les armes tranchantes. Donc du coup là, je pense qu'on est bon. La chose aussi très importante, et là vraiment très importante, concernant les combats à distance, je vous mets la carte du FMMQ 17 à l'écran. Vous remarquerez en bas à droite qu'il y a un chargeur avec un numéro. C'est le nombre de balles que contient le chargeur. Donc là, il a 4 balles. C'est pas très réaliste, d'accord, mais c'est un jeu, donc il faut adapter. Et si on revient sur la table, tout jet obtenant sur un jet de tir un double 1, on enlève une balle. Ce qui voudra dire que on viendra placer une balle sur l'arme. Si on n'a pas de pot et qu'on a, je sais pas, une arme qui a 5 de tir, on fait un yams quoi. Bah là c'est simple, on perd une balle, on perd 2 balles. Voilà, celui-là on l'oublie. Et on viendra mettre 2 balles sur le chargeur. Par contre, il existe des armes super fiables où pour perdre une balle, il faut obtenir un triple 1. Donc voilà. Donc du coup, voilà en gros pour les armes. Donc je vous passe les armes de corps à corps. En sachant qu'effectivement, je rappelle qu'on sera, on va être obligé d'avoir, on peut posséder jusqu'à 3 armes, sauf qu'il faudra en posséder une de chaque catégorie. Un fusil mitrailleur de type fusil mitrailleur, une arme de poing ou une arme autre. Donc, et puis en général ça va plutôt être 3 armes de catégorie fusil mitrailleur, arme de poing, il n'y en a qu'une dans le jeu pour l'instant, et ensuite une arme tranchante. On ne pourra pas avoir 2 fusils mitrailleurs, 2 armes de poing et 2 armes tranchantes. Non, une de chaque catégorie, c'est limité à 3. Pareil pour les compétences, pareil pour les équipements, etc. Donc je ne suis pas rentré volontairement dans la notion des règles d'équipement, parce que je vous laisserai découvrir tout ça. Voilà, je crois que j'ai fini. Ouais, quoi qu'il en soit, je sais que cette vidéo va durer longtemps. Quoi qu'il en soit, dans le jeu, la première des règles, c'est user de bon sens. Voilà. S'il y a une petite règle qui vous chiffonne, un cas de figure qui vous est particulier, mettez-vous dans une position de réalisme. Si ça se produisait dans la vérité, dans la vraie vie, comment je pourrais exécuter ça? Voilà, c'est parce qu'il y a des cas de figure des fois qui sont un petit peu spécifiques. Voilà, écoutez, on va se retrouver très bientôt pour la nouvelle vidéo qui sera la partie filmée. Donc là, on va mettre en application ce qu'on a vu, avec ce qu'on n'a pas vu aussi d'ailleurs. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!